Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour mieux ou... Bien. Patrice, Cricri, Emma, bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour docteur. Patrice, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Vous l'avez eu? La berlue? Moi Non, je l'ai pas eu. La rougeole? Non, je l'ai pas eu. Je l'ai Vous l'avez pas eu? Je l'ai pas eu, passé au travers. Je crois pas que j'ai eu la rougeole. Non, non plus. C'est des genoux peut-être. Vous l'avez eu? Bah, je crois que j'ai dû. Oh, ça se oui, voit. oui, on l'a tous eu. Enfin, Ouais. en tout cas, quand le vaccin n'existait pas, moi, voilà, je l'ai eu. Donc, on pensait même s'être débarrassé de cette saloperie. Et en fait, pas du tout. Elle est de retour, figurez-vous, en 2025. Donc, l'an dernier, les cas ont bondi de 80% en France. Pourquoi, d'après vous? On en parle. On a une petite idée. Emma? Moi, je vous parle d'une bestiole aujourd'hui, un animal qui ne nous veut pas que du bien, mais je garde le suspense sur son identité pour commencer ma chronique avec un petit quiz. Ah, ça c'est bien. Moi, je sais. Christophe? Moi, je reviens sur une petite news que Patrice avait donnée la semaine dernière à propos des sports et de l'impact sur la longévité d'un certain nombre de sports. Étude à l'appui, on va voir que tous les sports ne sont pas logés à la même enseigne. Et surtout, pourquoi? J'ai un peu approfondi. Certains sont plutôt bons pour la longévité et d'autres non. Voilà. Et c'est un peu surprenant, vous allez voir. Vous avez vu qu'il avait fait un peu chaud. Oui. On a eu un peu chaud. Ah bon? Voilà, On peut ces dire. derniers jours, il a fait un peu chaud sur toute la France avec des températures assez... Alors, les météorologues disent que ce n'est pas exceptionnel, mais quand même, plus de 30, 35 parfois. À cette époque de l'année. À cette époque de l'année, au mois de mai, c'est quand même pas fréquent. Alors, moi, je voudrais vous dire une petite chose. On n'a pas beaucoup entendu, alors on a entendu plein de choses, plein de conseils, il y a plein d'experts qui se sont succédés pour dire ce qu'il fallait faire pour éviter d'avoir des problèmes, surtout qu'il y a eu des morts, même suite notamment à des efforts. Tout à fait. On en parlera peut-être avec vous, Cricri. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre pourquoi on peut faire de la prévention quand il y a des forts coups de chaleur, comme il y aura de nouveau cet été. Tout est lié à la soif. Il faut impérativement prévenir en buvant de l'eau avant même d'avoir soif. Il faut boire, il faut s'hydrater parce que c'est la déshydratation qui peut être catastrophique. Et pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Un petit dessin. Un petit dessin Voilà. que j'ai fait. Alors déjà, je remonte décolle le le pantalon et je vais vous montrer comment la soif fonctionne, comment la sensation de soif fonctionne. Vous avez ici d'abord des cellules, vous voyez, et de l'eau dans l'organisme. Il y en a entre les cellules, ce qu'on appelle l'eau extracellulaire, et de l'eau intracellulaire, c'est de l'eau qui est à l'intérieur des cellules. Et cette eau, elle va passer de l'extracellulaire à l'intérieur des cellules. Pourquoi ? Notamment pour apporter toutes ces petites billes vertes, finalement, ce sont les nutriments. C'est ce qui permet aux cellules de fonctionner. Et c'est par l'intermédiaire des passages d'eau que ces cellules vont pouvoir avoir tous ces nutriments. L'eau représente 65% du poids du corps. Quand on dit ça, on se dit mais c'est pas possible, on n'est que de la flotte. Bah oui, on est beaucoup d'eau. 60 kilos, vous avez 40 litres d'eau dans l'organisme, tout compris, à l'intérieur des cellules, à l'extérieur des cellules, l'eau que vous avez dans la vessie, enfin bref, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une déshydratation, quand l'eau sort des cellules, vous la voyez, je l'ai illustré ici, parce que c'est moi qui ai fait ces petits C'est dessins. l'artiste. Ça se voit. Vous avez elle est toute fripée. La cellule est fripée et elle fonctionne pas bien du tout. Mais nous avons donc un système de survie qui fait que le cerveau va se rendre compte immédiatement que les cellules, elles sont déshydratées. Il va faire quoi au niveau de ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui est une glande très importante dans le cerveau, une sorte de chef d'orchestre de toutes les glandes. Il va sécréter une hormone qu'on appelle la vasopressine. Qu'est-ce qu'elle fait, la vasopressine ? Alerte à toutes les brigades, notamment au niveau des reins. On lui dit « stop, on arrête tout, on arrête de fabriquer l'urine », parce que quand vous faites de l'urine, vous perdez de l'eau. Donc on lui dit « on arrête tout, on conserve l'eau, on arrête de fabriquer cette urine ». Donc, la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va retrouver de l'eau et elle va redevenir normale. Ce circuit de la soif fonctionne chez tout le monde, chez les adultes, chez les enfants. Mais il ne fonctionne pas très bien quand on vieillit. Plus on vieillit et moins on a cette sensation de soif qui permet de nous sauver. Et donc, c'est un enseignement très important. Il faut impérativement, quand une personne âgée n'a pas soif, lui donner à boire.
on n'attend pas qu'on ait soif. Déjà, quand on a soif, c'est déjà un peu tard et on est déjà un petit peu déshydraté. Chez nous, à notre âge, il n'y a pas de souci. Chez une personne âgée, vous allez voir ça sur le schéma suivant, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Il faut qu'on apporte à peu près à l'organisme 2,5 litres d'eau par jour. 1,5 litre, c'est ce qu'on boit. 1 litre, c'est dans l'alimentation, les fruits et les légumes. On perd beaucoup d'eau. On perd 1,5 litre par jour dans les urines. La respiration, la vapeur qui ressort des poumons, on perd un demi-litre quand même d'eau par jour. Et la sueur, on perd un demi-litre parce que la sueur, elle est importante pour réguler la température corporelle, pour qu'elle s'adapte à la température extérieure. Évidemment, quand il fait très chaud, en période de canicule, on va transpirer énormément et on va perdre plus d'1,5 litre. Qu'est-ce qui se passe quand on compense par ce qu'on apporte ? La cellule va très bien. Si on commence à se déshydrater un petit peu et qu'on perd 5% d'eau, c'est pas beaucoup 5%. On a très très soif. Si on perd 20%, il y a un risque mortel. Et chez les personnes âgées, la décompensation peut être extrêmement rapide. Une déshydratation chez une personne âgée, ça peut entraîner une décompensation de tous les organes qui ont besoin d'eau et la mort très rapidement. Et c'est valable aux deux extrêmes de la vie. Chez les bébés, parce que les bébés ne disent pas qu'ils ont soif. Donc il faut impérativement leur donner à boire très régulièrement. Et d'ailleurs, on le voit en regardant les couches d'un bébé. Si un bébé ne mouille pas ses couches suffisamment, c'est qu'il est déshydraté. Donc il faut prévenir à tous les âges de la vie, et encore plus quand on va faire un effort. Et c'est malheureusement ce qui a dû causer la mort de ces personnes il y a quelques jours. Quand vous parlez d'un déficit de 20%, c'est un pourcentage qui est à rapprocher des 2,5 litres que vous mentionnez en haut du tableau. Quand vous avez perdu, oui, mais les 2,5 litres, c'est ce que vous devez avaler par jour. Mais si je n'avale que 2 litres, je suis déjà en déficit de 20% ou pas ? Non, si votre organisme fonctionne bien, qu'il ne fait pas trop chaud à l'extérieur, il garde l'eau nécessaire. Si vous êtes dans une période où on transpire beaucoup, où vous respirez très très vite parce que vous faites un effort, vous allez augmenter les pertes. Et donc il faut compenser. C'est très simple. C'est compensation de ce qui rentre par rapport à ce qui doit sortir. Donc le message est très clair. On boit avant d'avoir soif quand il fait chaud. Parmi les boissons, on pense évidemment à l'eau. Est-ce qu'il y en a à éviter en cas de forte chaleur ? On aurait envie de se ruer sur des trucs bien frais, par exemple. Alors, le problème des trucs bien frais, c'est à partir du moment où vous buvez de l'eau fraîche qui vous apporte de l'eau, ça reste de l'eau. Sauf que vous allez titiller vos tubes digestifs et que quand vous buvez trop froid, l'organisme n'aime pas non plus parce qu'il y a des chocs thermiques entre ce que vous avez à l'intérieur du corps et ce que vous êtes en train d'ingérer. C'est pour ça que régulièrement, quand on boit des trucs trop froids, on a un peu le bide en vrac. Voilà. Docteur. Comment ? Merci, docteur. Je vous en prie, c'est normal, hein, je suis là pour ça. On va passer au Pascal maintenant. Alors, on va parler de la rougeole, Patrice, qui est de retour en France. Oui. Les chiffres le disent. Oui, 873 cas l'an dernier, dont 128 importés. Et je ne parle là que des cas déclarés. Santé publique France nous dit que c'est une augmentation donc de 80%. Dans plus de 300 cas, ça s'est terminé par une hospitalisation et il y a eu 7 décès, 4 adultes, 3 enfants, parce qu'on l'oublie un peu, mais la rougeole, c'est une maladie potentiellement mortelle. Plus 80% de hausse, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour expliquer les choses. Et effectivement, il y a unanimité chez les experts sur ce point. Ce qui est en cause, c'est le taux de vaccination. Il avait atteint 95%, ce qui avait conduit à une quasi-éradication de la maladie sur le sol français, mais ce taux a diminué. Il est passé sous la fameuse barre des 95% et la sanction est immédiate, elle est mécanique, elle est impitoyable. Au passage, ça devrait faire réfléchir tous les antivax, mais bon, on va dire que c'est un autre débat, on en parlera une autre fois. Et si on prend les personnes atteintes l'an dernier, comme par hasard, 3 sur 5 n'étaient pas vaccinées ou l'étaient de manière incomplète, parce que c'est en tout cas ce que nous dit Santé publique France, qui rappelle que la bonne vaccination pour la rougeole, c'est
de doses. Alors, c'est pas comme Tchernobyl avec un nuage qui s'est arrêté aux frontières, parce qu'il y avait quand même un truc très précis, une sorte de rideau. La rougeole circule. Oui, alors je voudrais quand même vous dire préalablement que les experts ont pointé aussi un autre facteur qui est susceptible d'expliquer la situation française, c'est-à-dire qu'il y a eu des épidémies majeures dans des pays qui sont proches de la France, proches en termes d'échanges. C'est le cas au Maroc, c'est le cas en Roumanie, et tout ça a pu influer sur la circulation. Alors, après, vous avez raison, la rougeole circule bien, notamment aux États-Unis. 2300 cas l'an dernier et déjà plus de 2000 cas depuis le début de l'année. Ça fait depuis janvier. Alors, pas de quoi s'étonner là non plus quand vous avez au ministère de la Santé américain un anti-vax, et notamment le fameux Kennedy qui explique qu'il y a un rapport entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme. Évidemment, les gens se vaccinent moins et à l'arrivée, il y a plus de cas. Il dit même que l'huile de foie de morue, c'est le traitement de la rougeole. Plus près de nous en Europe, le virus voyage bien aussi, mais il semble que nos voisins, eux, aient réussi à endiguer la tendance, d'où... Encore une fois, les recommandations des autorités de santé, on va les répéter. Et vaccinez-vous, le vaccin ROR bien sûr, mais les autorités de santé se disent qu'il faudrait être un petit peu plus malin, c'est-à-dire que c'est intégrer le vaccin contre la rougeole et accessoirement donc rubéole et oreillon aux campagnes déjà en vigueur pour d'autres vaccins. C'est le cas du papillomavirus ou des méningocoques. Voilà, ça c'est plutôt une bonne idée, mais la question est de savoir si les autorités de santé qui préconisent ça seront entendues ou pas. Elles devront l'être parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On va retrouver maintenant le vrai du fake avec Emma. Alors Emma, vous avez fait un teasing absolument insupportable, mais de quoi va-t-elle nous parler ? D'un animal féroce qui nous veut beaucoup de mal. D'après vous, lequel est le plus meurtrier d'entre eux ? Est-ce que c'est le lion ? Est-ce que c'est le rhinocéros ? C'est pas un poisson. Christophe est en train, vu sa tête, il est en train de réfléchir. On est dans la famille des serpents. Il faut chercher l'animal le plus S'il vous plaît, oui, c'est vous ça. Vous les orientez mal, c'est pas un animal. Ah, c'est un virus. C'est un virus. C'est un virus. C'est un virus. Non, mais c'est pas un animal. Le moustique. Pourquoi le moustique ? C'est un insecte. C'est pas un animal, c'est un insecte. C'est des moustiques. Les insectes sont des animaux, non ? Je suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr ? Permettez. Attention. J'ai maintenant ma tablette. Allez-y, L'insecte pendant que vous est-il parlez. L'insecte est-il un animal ? Ouais. Le moustique, mais oui. Je vais En demander. tout cas, l'insecte. Vous n'allez pas répondre à la place de Non. l'intelligence Quoique. artificielle, quand même. Je continue ou pas ? Oui, Oui, bien sûr. allez-y, vous nous intéressez. Qui suce notre sang, dont la piqûre démange, mais surtout qui transmet des maladies, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya, le virus Zika. Ils sont vecteurs d'environ 17% des maladies infectieuses. Et on estime qu'ils tuent environ 760 000 personnes chaque année. Alors, on dit qu'il y a des pots à moustiques, c'est vrai ou pas ? Alors, oui et non. Et ce sera ma réponse. Ou pas. Très bien. Attendez, Alors, voilà. l'intelligence artificielle Non, qui m'appelle. non, Oui, moi c'est un animal. c'est exactement ce que je vous disais. Un insecte est bien considéré comme un animal. Voilà, parfait. Voilà. C'est marrant. Donc, pour ce qui concerne cette histoire de poids à moustique, on va commencer par rebattre quelques petites idées reçues. Il n'y a pas de preuves scientifiques solides pour affirmer que le groupe sanguin jouerait un rôle. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Ni le groupe sanguin, ni la couleur de la peau, ni la couleur des yeux, ni la couleur des cheveux. Rien à voir. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus ou moins d'une proie plus ou moins importante vis-à-vis des moustiques. L'odeur Ce qui est sûr, corporelle, non comment ? L'odeur corporelle. Carrément. Non, c'est lié au pH, donc. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le premier signe qui nous rend attractifs, c'est déjà le dioxyde de carbone que nous dégageons. C'est comme ça qu'il nous détecte en fait à plusieurs mètres. Et évidemment, ça vaut pour tout le monde puisque on respire tous tant qu'on est en vie. Mais en effet, l'autre chose, c'est l'odeur corporelle. Alors, pas le parfum ou le déo que vous mettez le matin, mais les odeurs que nous émettons. On émet entre 300 et 1000 composés odorants différents, des molécules qu'on produit notamment par le microbiote et qui se traduisent par des signaux sensoriaux. Il y a une étude intéressante qui a été relayée par l'AFP, menée sur 42 femmes. Elle montre que les plus attirantes pour une espèce de moustique capable de transmettre justement la dengue ou la fièvre jaune étaient enceintes au 2e trimestre de grossesse et qu'elles produisaient un peu plus d'un composé issu de la dégradation du sébum, vous savez, la graisse de la peau. Autre étude menée au Burkina Faso, autre résultat intéressant, des moustiques, cette fois vecteurs du paludisme, se dirigeaient davantage vers les buveurs de bière, parce qu'on sait que l'alcool augmente la température corporelle.
Et ce qu'on consomme, ça va aussi modifier les odeurs qu'on dégage. Je croyais que c'était aussi lié à ce qu'on expirait, l'air qu'on expire, le CO2 qu'on respire, et que c'est ça qui attire à des plusieurs dizaines de mètres les Ça, c'est la première explication, en effet, mais du coup, qui est valable pour tous les humains. Le CO2 qu'on expire. Et après, il y a des petites nuances. Si vous avez bu de la bière, manifestement, on comprend dans cette dernière étude que peut-être qu'ils seront encore plus attirés par cette odeur. Voilà. Et puis, il n'y a que les femelles qui piquent. Tout à fait. Donc, quand vous avez un moustique, plutôt que de vous énerver, vous le prenez, vous le retournez, vous regardez s'il a des testicules, vous pouvez le reposer. C'est quand même un moyen important de faire de la prévention. C'est un conseil de M. Caron. Alors, d'ici à ce qu'on connaisse toute la subtilité donc, de nos odeurs corporelles, il y a quand même des petits conseils pour éviter les piqûres. Oui, alors déjà pour éloigner les moustiques, on évite toutes les petites flaques d'eau stagnante, notamment les petits pots de jardin qui traînent, vous arrosez, il y a un peu de flotte qui va à l'intérieur, ou les coupelles, l'eau qui croupit, la pluie, etc. En fait, c'est là-dedans qu'ils vont se reproduire. Donc tout ça, il faut les retourner, les vider régulièrement. Porter des vêtements amples, légers et couvrants. On peut aussi s'équiper de moustiquaires pour la nuit et utiliser des répulsifs. Mais là, il faut bien suivre les conseils d'utilisation et d'application parce que souvent, c'est des insecticides, donc ça peut être dangereux pour la peau. Il ne faut pas rigoler avec ça. L'assurance maladie dresse la liste de ce qui ne fonctionne pas. Je me suis dit que ça pourrait également vous intéresser et peut-être vous permettre d'économiser un peu de sous cet été. Les appareils à ultrasons, les rubans et autocollants gluants sans insecticides, les bracelets anti-insectes. J'en ai acheté un paquet. Ça ne marche pas. Les huiles essentielles, la vitamine B1 et l'homéopathie, pas la peine d'y dépenser des sous, donc ça ne protégera pas. Un truc qui marche vachement bien, l'été sur les terrasses, il y a des moustiques, c'est de mettre des bougies, vous savez, des grosses bougies qui font des belles flammes. Le citronnelle. Par exemple, parce que aucun animal, et le moustique est un animal, Michel. C'est ce que je disais. Aucun animal n'apprécie le feu, quel qu'il soit. Donc si vous aimez des bougies un peu autour de votre table, si vous dînez dehors avec votre famille ou vos amis, ça empêchera les insectes et les animaux insectes moustiques de venir vous embêter. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai trouvé le meilleur moyen anti-moustique pour éviter, notamment quand vous êtes à table en train de dîner tranquillement en terrasse l'été, c'est le ventilateur. Oui, aussi. Oui. Tout à fait. Aucun insecte ne peut voler, aller vous piquer ou quoi que ce soit. Mettez un ventilateur à droite de la table, un ventilateur à gauche. D'abord, ça vous permet de vous faire un petit peu d'air sur les jambes. Et les moustiques ne vous piqueront. Parce qu'en général, quand vous êtes à table, ils vous piquent les jambes, les chevilles. Et là, vous mettez un ventilateur de chaque côté. Et je peux vous dire, que vous n'aurez. Ils sont pris dans le tourbillon de l'air, ils n'aiment pas ça. Ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas se poser. Quand vous avez du vent, vous n'avez pas de moustiques. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, les moustiquaires, vous avez aussi les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et ça, c'est le meilleur moyen pour passer une bonne nuit, sauf s'il y a un moustique qui s'est mis à l'intérieur de la moustiquaire. Là, effectivement, c'est un peu plus embêtant. Et je ne recule pas devant ce proverbe, pour vous citer ce proverbe créole. Attention. Avec patience et crachat, on peut faire entrer un pépin de calebasse dans le derrière d'un moustique. Autrement dit, rien n'est impossible. Voilà. On retrouve Coach Cricri. La transition. Alors, Christophe, il faut que je le prenne. On va parler sport et longévité avec vous. On va voir que les sports les plus bénéfiques ne sont pas forcément les plus intenses, mais ceux qui vont combiner le cardio, exactement. Vous allez vous expliquer, la coordination et la dimension sociale. Exactement. Et c'est deux grandes études qui font autorité. La première, c'est celle de la Copenhague City Earth Study, et qui a été publiée notamment dans le Mayo Clinic Proceedings. Study. J'ai dit quoi Study. Bon, study que c'est pas comme ça que ça se prononce normalement, mais study pourquoi pas. Bravo, Michel, 20 sur 20. Il me reprend. Excusez-nous pour le niveau d'anglais de cette émission. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Ces études, c'est ça qui est important. Elles ont suivi des milliers de personnes pendant 20 ans. Et les sports associés à la plus grande espérance de vie, en gain moyen d'espérance de vie, sont les sports de raquettes. Raquette. Tout à fait exact. C'est le tennis, je crois. Et le badminton, avec 9,7 pour le tennis et 6,2 pour le badminton. Il y a le padel maintenant, mais qui n'a pas été étudié. Pas encore été étudié. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, finalement. Et en fait, il y a 4 critères qui ressortent à chaque fois dans cette étude très sérieuse, pour le coup, qui a été menée pendant 20 ans. D'abord, parce qu'elle propose ces activités, un effort cardio intense à modéré. Donc on est toujours un peu dans l'effort quand on pratique ces sports-là. Ça demande de la coordination. Donc sur le plan du cerveau, c'est très intéressant de pouvoir être capable de se situer par rapport à la balle, etc. Il y a une interaction sociale forte,
par définition, on joue avec quelqu'un contre d'autres gens, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça demande des efforts intermittents qui sont très bons pour le cœur, entre les appuis, les courses, etc. Ouais. Et pour les sports collectifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le football, parce que je vous vois venir, Michel. Ils étaient pas mal classés, je crois. Ouais, le football, c'était 4,7 années, Patrice, vous aviez dit, j'avais vérifié ce chiffre, c'est bien ça, avec des bénéfices grâce à l'endurance que propose le foot, parce qu'on passe quand même 1h30 et plus à courir sur le terrain, l'esprit d'équipe. En matière de sociabilisation, c'est important aussi d'interagir avec ses partenaires, mais aussi avec ses adversaires, évidemment. Et enfin, la motivation sur les sports de balle, et notamment au football. On abandonne moins et on est plus enclin à s'accrocher quand on fait quelque chose, quand on a pratiqué ces sports-là. Les sports d'endurance douce sont aussi cités avec 3,7 ans pour le cyclisme, 3,4 pour la natation et 3,2 pour le jogging. Ils sont très bons pour le système cardiovasculaire, évidemment, vous l'avez deviné, pour le métabolisme et aussi pour la gestion du poids, qui en matière d'espérance de vie, évidemment, est un critère qui est important. La queue du peloton, pour le coup, c'est un peu surprenant. Elle est occupée par le fitness et la gym et la musculation. C'est 1 année et demie de plus environ, et c'est pas beaucoup plus, parce qu'ils sont souvent moins efficaces, ces sports-là. D'abord parce qu'on est plus solitaire, c'est des choses qu'on fait seul, il y a moins de dimension sociale, parce que c'est moins ludique. Et par définition, comme c'est moins ludique, on peut constater une adhésion moins durable à la pratique du sport. Il y a des vieux messieurs... Certains matins, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. Quand on est cycliste depuis toujours, qu'on soit un homme ou une femme, on peut continuer à faire du vélo très longtemps après. Quand il y a match de foot, on est obligé d'y aller parce que les autres attendent. Exactement. Et qu'est-ce que les chercheurs ont trouvé comme facteur clé? Alors, il y a évidemment ce qui se passe autour de tout le système cardiovasculaire, le cœur, faire du sport, l'activité physique. Michel, ce n'est pas le message que vous manquez de faire dans cette émission et de faire passer tout le temps. Les sports améliorent la tension artérielle, la gestion du cholestérol et la fameuse VO2 max, qui est l'unité de mesure. Consommation maximale d'oxygène. Voilà, pour mesurer votre capacité cardiologique et cardio-respiratoire. Il y a aussi les bienfaits sur le cerveau. On l'a dit aussi à de multiples reprises, le sport, c'est bon pour la tête. La coordination sur lesquelles les sports comme le tennis ou le badminton, qui sont les deux sports qui ont été cités, ont un vrai effet. La prise de décision est rapide. Quand on joue au tennis ou au badminton, il faut être capable de réagir rapidement sur les coups de l'adversaire. La coordination qui est très importante entre l'œil et la main. On a constaté chez les personnes âgées qui ne faisaient pas de sport, une maladresse avec la main pour attraper un verre qui n'existait pas forcément chez les personnes qui étaient plus et mieux coordonnées, donc qui ne renversaient pas leur verre, évidemment. Et il y a tout l'aspect de la stimulation cognitive. Le sport, aujourd'hui, permet de développer des cellules du cerveau, dites-moi le nom. Des neurones, voilà. La fameuse matière grise. C'est la fameuse matière, tout à fait. Je ne dis rien. Voilà, qui, l'âge avançant, diminue. Si vous avez fait du sport, ou si vous faites du sport, évidemment, vous favorisez le maintien de ces cellules, et donc vous avez une espérance de vie qui est plus longue contre le déclin cognitif. Enfin, il y a le lien social qui est le facteur central. On dit toujours que les personnes âgées, si elles restent seules dans leur coin, vieillissent beaucoup plus vite que celles qui ont une dimension sociale de vie plus affirmée. Le sport permet effectivement d'avoir cette dimension sociale. Et ça permet d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est le plus important. On a 10 ans d'écart avec l'espérance de vie en bonne santé en Suède, et probablement parce que, pour tout ce que vous avez dit, là, parce qu'ils sont beaucoup plus sportifs que nous. Ouais. On va terminer avec la bonne version. Patrice, c'est à vous. Alors on va jouer, c'est Emma qui va jouer aujourd'hui. Ah ouais. La mounette, vous allez aimer. Aux États-Unis, récemment, une passagère d'un vol de Delta Airlines reliant Atlanta à Portland. Portland, c'est au nord de la côte ouest. Numéro du département. C'est l'Oregon, il n'y a pas de numéro. Il est incroyable. A récemment accouché, alors que l'avion se trouvait encore à une trentaine de minutes de sa destination finale, où d'ailleurs il a fait un atterrissage d'urgence. Chance pour la maman, il y avait à bord de l'appareil un médecin et 2 infirmières. Donc autant vous dire que tout le monde s'est occupé d'elle. Le bébé est né en plein ciel et comme dans la plupart des cas, il a pris la nationalité de ses parents. Néanmoins, et c'est la question que je vous pose aujourd'hui avec 3 propositions, dans le cas d'un vol entre 2 pays différents, dans certains cas, dont je vous passe le détail, la nationalité de l'enfant peut être négociable. 3 propositions, à vous de trouver la bonne. Michel, vous commencez ? L'enfant peut demander, enfin ou ses parents, à prendre la nationalité du pays où il a embarqué, même s'il est né à 10 minutes de l'arrivée. Christophe ? L'enfant se voit offrir le choix entre la nationalité du pays de départ et la nationalité du pays d'arrivée. Version 3, l'enfant peut demander à jouir de la nationalité du pays dont dépend la compagnie aérienne, là où l'avion est immatriculé. C'est-à-dire que vous voyagez entre New York et Paris à bord d'un vol... Thaïlandais.
thaïlandais, vous pouvez demander la nationalité thaïlandaise. Alors, Je ne sais pas comment réfléchir à ce truc, donc je vais plutôt faire du pif. Et je vais miser sur Christophe. On donc lui l'enfant laisse- se voit offrir le choix Exactement. entre le départ et l'arrivée. Non. Non, C'est pas la il bonne reste les réponse. deux autres. Et Christophe, vous avez une idée ou pas? Pas du tout. Michel? Moi, je verrai la mienne, mais La vôtre, c'était Donc la vôtre, c'est l'enfant peut demander à prendre la nationalité du pays où il est où il a embarqué. embarqué. même s'il était à l'autre bout du trajet, et vous, jouir de la nationalité dont la dépend compagnie. la compagnie aérienne. Ah, vous êtes dans un avion Air France, vous voyagez entre, je sais Oui, pas j'ai moi, Bamako. compris. Tu peux imaginer Dans certains cas, hein, voyager dans une extension du pays, Je quelque vais part. une fois de plus me diriger vers Michel. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose entre nous. Il faudrait que ça se déclare depuis toutes ces Peut-être années. bien. moi j'aime les journées comme aujourd'hui parce que j'ai fait un strike. Ah voilà. Vous êtes tous Ah, français. c'est la troisième. La compagnie Ouais, aérienne. La compagnie aérienne, effectivement, Dingue. pour les bébés du ciel nés entre deux pays, quand il y a débat ou revendication, eh bien, c'est normalement la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie qui s'applique. Elle est entrée en vigueur en 1975, mais il est vrai que 44 pays seulement l'ont ratifié à ce jour. C'est d'ailleurs pareil pour les bébés qui naissent sur un bateau au milieu de l'Atlantique. Si le bateau, c'est un bateau maltais, vous pouvez demander la nationalité maltaise. Entre 1929 et 2018, donc 90 ans, Centaine d'années. 74 cas d'enfants nés à bord d'un avion dans le monde. Donc, c'est pas faramineux, mais ça s'explique par les réticences des compagnies aériennes à accepter parfois que des femmes Ah ouais. montent à bord au-delà, on va dire, de 5 mois Alors de moi, je peux vous dire, si ma femme était enceinte, ce qui n'arrivera pas, mais je prendrais Air Monaco, moi. Bonjour. Ou Air Et des vols, et hop Liechtenstein. là. Moi, je ferais des allers-retours pas en bête, c'est pas permanence. bête. Pendant un mois, j'achèterais tous les billets. Je peux On a vous- peut-être donné l'envie de Oui. refaire un enfant. Alors après, si vous êtes français et que votre femme est française, il est possible qu'à un moment les autorités vous Oui, disent mais il est- qu'est-ce il est- que vous il est- cherchez? Où est le problème? Voilà. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous envoyer des questions, des suggestions sur contact@mieuxmedia.fr et revoir l'émission sur YouTube et sur les réseaux de Mieux. Merci de votre fidélité. À très bientôt. J'ai fidélité, Oui, il faut fidélité. dire. Oui. Il m'a manqué une syllabe. Oui, voilà. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau Mieux. Votre fidélité. Bien. Eh bien. Voilà, Ou bien- Patrice, vous avez foiré le truc. À bientôt.